Bonjour, il est 13h06 là, donc je vous propose de commencer. On organise ça avec Envirobat et que ça s'organise dans le cadre des Journées de l'Architecture organisées par la Maison européenne de l'Architecture. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de préfabrication en bois. J'aurai le plaisir de vous présenter nos intervenants par la suite. Et je vais commencer rapidement par une brève présentation de qui on est au niveau de FIBois. Vous rappelez que nous, on est une association qu'on appelle une interprofession. On est là pour représenter l'ensemble des professionnels du bois de la région Grand Est. Donc, que ce soit les forestiers, les scieurs, les charpentiers, les menuisiers, fournisseurs de bois énergie. Le but étant de fédérer ces professionnels et de repérer finalement comment améliorer leur quotidien. Et nous, ensuite, on mène les actions, notamment la communication, la promotion des savoir-faire, comme on peut le faire aujourd'hui, pour faciliter le recours aux matériaux bois. Des FIBois, il y en a dans toutes les régions de France. Si jamais vous travaillez sur des projets dans d'autres régions, n'hésitez pas à solliciter mes collègues. Notre but étant aussi de mettre en relation tous les acteurs. Donc, si vous cherchez des charpentiers, encore une fois, des menuisiers, des architectes, voilà, chaque acteur sur son territoire a une bonne connaissance du tissu d'entrepreneurs et donc peut vous aider dans la réalisation de vos projets. Et donc, dans le cadre des Journées de l'Architecture, notamment, on organise pas mal d'événements. Donc, dès mardi dernier, on était mobilisés pour parler de systèmes constructifs en bois et pour parler d'approvisionnement en bois local. Aujourd'hui, donc, on se réunit sur la préfabrication et je suis aujourd'hui à Reims puisqu'on a la chance de sensibiliser en fin de journée donc, des architectes à la construction bois. Et donc, on continue avec Envirobat ce lundi pour parler des bois feuillus, comment construire en utilisant davantage cette ressource. On sera à Pont-à-Mousson le 21 novembre, là encore pour convier les architectes à se sensibiliser au potentiel de la filière régionale. Le 25 novembre, on se réunit à l'INSA, puisqu'on a une belle journée qui nous attend aussi, une journée de rencontres. On va essayer de faciliter les rencontres entre acteurs du bâtiment. Donc là, c'est pareil, vous aurez les informations en temps et en heure. On organise une formation fin novembre de 2 jours. Et enfin, on ira visiter l'entreprise Schilliger, donc, qui est un scieur dans le Haut-Rhin, le 5 décembre prochain. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je passe tout de suite la parole à mon collègue Yacine Benzerari. Je m'appelle Yacine Benzerari, je suis chargé de mission de retour d'expérience à Envirobat Grand Est. Si vous ne connaissez pas encore Envirobat Grand Est, c'est un centre de ressources qui regroupe les professionnels du bâtiment pour les informer, les sensibiliser, les faire travailler ensemble afin que on puisse tous avancer dans les différentes thématiques, sur les différentes thématiques du bâtiment durable pour construire moins, rénover au lieu de construire, et de construire et rénover performant. Nous sommes répartis sur les 3 anciennes régions de la région Grand Est. Donc, on est une équipe de 11 personnes et vous pouvez nous trouver sur les différents territoires, soit lors des organisations de conférences, de visites d'opérations exemplaires, ou pour des groupes de travail qui sont animés, existants sur les différents territoires. Si on passe à la slide suivante, on voit qu'on organise d'autres événements dans les semaines à venir. Donc la semaine prochaine, comme Thibault l'a dit, on a un deuxième événement sur le bois feuillu. Ça sera à l'INSA. Ensuite, je ne vois pas la slide, mais le 17 octobre, ça sera aussi à l'INSA où on aura un moment, une conférence et après un atelier pour travailler sur le pavillonnaire comme solution pour le logement, pour répondre à la ZAN, pour améliorer la qualité de vie et pour consommer moins de terrain. Donc, n'hésitez pas à venir pour la conférence, mais aussi pour participer à l'atelier pratique sur 2 exemples de pavillonnaires. Ensuite, on a une visite le 5 novembre à Bouxwiller pour visiter un bâtiment en réemploi avec une charpente réemployée au sein de la mairie. Et je vois toujours pas la slide. Du coup, je regarde. Et, oui, oui. Et sinon, il y a un webinaire le 26 novembre sur les risques climatiques en rénovation.
co-organisé avec l'AFP-CNT, l'AQC et la MRN, dans lequel on va parler des risques climatiques au niveau global, mais avec un zoom sur le Grand Est et notamment un focus sur l'inondation et l'RGA. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Tout ce qu'on fait est disponible sur notre site, soit les replays comme celui d'aujourd'hui, puisque c'est enregistré, et sinon les autres informations pour les événements à venir ou les publications ou le prix Envirobat Grand Est auquel je vous encourage à participer. Merci beaucoup et bonne conférence et merci aux intervenants. Merci Yacine. En attendant, je peux déjà annoncer donc les intervenants qui vont nous accompagner pour l'après-midi. Donc, on aura le plaisir d'accueillir l'agence Patriarche avec Jean-Loup Patriarche ici présent. Je ne sais pas si votre collègue Cécile Lebon est aussi présente, mais en tout cas, on a préparé tous ensemble cette intervention. On aura aussi dans la continuité donc Madame Nathalie Larcher de LN Architecture. Donc, merci également de votre disponibilité. Et puis, on terminera avec l'intervention d'Adrien de Gaulier de l'entreprise Au Sabois. Donc, merci à vous trois pour la présentation qui va arriver. Voilà, on est sur l'intervention de Monsieur Patriarche. Je vous laisse la parole et puis vous me dites quand faire les défilés diapos et si vraiment il y a un gros souci, Yacine pourra prendre le relais dès qu'il aura chargé la présentation. C'est parfait. Ouais, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Partager un petit peu nos expériences dans le domaine qui nous intéresse cet après-midi et tous les jours de l'année, la préfabrication bois. Donc notre agence est une agence un peu spéciale, c'est une agence qu'on appelle d'architecture augmentée, c'est-à-dire que chez nous, nous sommes architectes, nous sommes ingénieurs, nous sommes paysagistes, nous sommes structure, nous sommes fluides, nous sommes électricité, on considère le tuyau, le poteau et le câble comme des éléments d'architecture au même titre que la façade. Nous sommes engagés dans plusieurs pays avec une entreprise un petit peu épaisse maintenant, puisqu'on est entre 600 et 700 personnes. On est en France, bien sûr, on travaille beaucoup en Afrique, on travaille un peu en Asie, on travaille en Amérique du Nord, où nous avons des bureaux à Québec et à Montréal. On travaille en Suisse également. Voilà, et on a une idée de l'architecture, on va dire, très pratique, très tournée vers l'usage, plus que vers l'image. Pour nous, l'image, c'est une résultante d'un projet pertinent et adapté à la fois à la géographie, à la fois à la société, à la fois à l'usage du moment, puis sans faire injure au futur. Voilà. Peut-être passer à la slide d'après, si ça veut tourner. J'ai l'impression que ça reste bloqué. Voilà, on peut avancer. Donc, c'est une agence assez jeune. On a 33 ans de moyenne d'âge, 33 ou 35 ans, je ne sais plus. On peut avancer encore. Ça, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est notre expérience que l'on a dans le bois. C'est-à-dire qu'on travaille effectivement dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'industrie, le logement, les projets publics, les grandes universités, de plus en plus de réhabilitation, comme vous l'avez dit. Il y a une dizaine d'années, on avait 80% de notre production qui était de projets neufs et 20% qui étaient des projets en rénovation. Et maintenant, on est presque en train de faire le contraire. C'est-à-dire qu'on doit être à 2 tiers de projets en réhabilitation pour 1 tiers de projets neufs. C'est très intéressant. Et oui, on dit que si l'architecture est mal écrit, si l'architecture est un art majeur, l'architecte est plutôt un chef d'orchestre qu'un artiste. On peut passer à la page d'après. C'est-à-dire qu'on a besoin, nous, de mettre autour de nous tout un aéropage de sachants qui complète l'acte de construire et la conception. De la conception à la réalisation, on essaye d'être jusqu'au bout des choses, sans penser que l'architecte tout seul est capable de tout faire. Donc, il a besoin de s'entourer de sachants. Et lui, son rôle, c'est vraiment d'organiser tout cet aéropage. Donc, la maison de Rodolphe, c'est un projet un peu particulier. Je travaillais pour Alain Mérieux des laboratoires Mérieux
pour son siège à Boston aux États-Unis. Et je l'ai croisé dans un aéroport à New York un soir, et il était sur ce sujet-là des sans-abri. Il faut savoir que Mérieux a perdu 2 de ses fils qui devaient lui succéder, et il a beaucoup d'actions dans l'humanitaire. Et il m'a demandé ce soir-là, en attendant notre avion, de réfléchir à une maison pour sans-abri pour des jeunes avec chiens. Il avait remarqué que les sans-abri qui avaient un chien avaient du mal à trouver du logement. Donc on s'est lancé sur ce projet en se disant, on va essayer d'utiliser le bois, parce que le bois, il a quand même une fonction d'adoucir la peine, puisque on a le rapport, notre siège est en Savoie, donc on a le rapport avec le chalet d'alpage, où l'odeur du bois, la sonorité du bois est à elle-même apaisante. Et donc on s'est dit, on va préfabriquer des modules de bois, et on va essayer de faire un projet économique, mais sous une toiture, la toiture ayant la faculté d'être rassurante aussi et enveloppante. L'idée de la maison de Rodolphe, parce que Rodolphe est un des 2 fils de Mérieux. On peut passer à la slide suivante. Et on a encore celle d'après, si possible. On a donc eu l'idée de préfabriquer avec des contreplaqués épais, genre Kerto ou autre, dans un atelier de la Charité-sur-Loire, des modules 3D, ensuite qu'on venait ranger comme les tiroirs dans une commode sur une structure poteau-poutre, avec des fluides et des câbles électriques qui étaient encastrés dans la structure. Et on venait ensuite faire un plug and play, c'est-à-dire amener le cube de bois pour le connecter avec la ventilation mécanique, avec l'arrivée d'eau et le câblage électrique. Donc dans ces cubes, on avait le lit, le placard, un petit bureau et un lavabo. Et dans un module au fond de chaque coursive, on avait le module salle de bain. Donc ça s'est réalisé à Lyon, dans le 8e arrondissement, à côté du lycée Louis Lumière. On en a fait 2 bâtiments comme ça, un bâtiment pour les jeunes avec chiens et un autre pour les familles un petit peu en détresse de passage. Malheureusement, c'est un bâtiment qui a beaucoup de succès. On a un espace commun aussi, on a les cuisines et puis les salons et puis salle de jeu pour les enfants et un chenil pour les chiens. Donc ça a été très intéressant. Peut-être la slide d'après va être plus parlante. On voit ici la coupe. On a les 2 bâtiments jumeaux, une desserte par coursive. La porte d'entrée de chaque module sert de fenêtre aussi. On a un gros volet coulissant qui vient protéger la porte, puisque les sans-abri qui n'ont rien sont aussi très prudents sur leur rien, sur leur bien qui ne vaut pas grand-chose, mais le pas grand-chose pour eux est essentiel. Et on comprend aussi qu'on a fait poteau à la verticale et des moises à l'horizontale pour pouvoir passer tout ce qui est tubulure, je l'ai dit tout à l'heure, câble, ventilation mécanique, et adduction et extraction d'eau. La page d'après peut-être. On voit ça sur le chantier, on comprend comment on rentre les cubes de bois en les faisant glisser sur les moises horizontales comme des coulisses de tiroirs dans une commode, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'était le concept. On s'est aperçu quand même qu'à la construction, ce n'était pas si simple de faire ce glissement, puisque c'est plus facile de gruter une boîte à la verticale par le sommet plutôt que de l'enfiler sur le côté. Mais en jouant sur la flexibilité du bois, la flexion du bois, on est arrivé à rentrer tous les modules les uns après les autres dans un ordre préétabli. Peut-être la page suivante. Voilà, on voit le volet coulissant là, qui vient protéger la porte vitrée. Là, donc, c'était le côté famille. On voit la signalétique qu'on a apportée également. Et c'est ce bois que l'on retrouve à l'extérieur, qui est complètement protégé, puisqu'on a des coursives d'accès qui nous protègent aussi des injures du temps sur le bois.
hein. On peut passer ensuite à la slide suivante. Merci. On voit ça dans son ensemble avec le petit local tout simple, lui qui est en 2D, hein, qui était monté en panneau d'ossature bois classique, alors que les deux immeubles sont faits en 3D, avec structure métallique rapportée pour les coursives, suspendue à la charpente du toit en tôle ondulée. On peut passer à la suite. Pour vous montrer un autre projet en 3 dimensions, puisque vous êtes à côté de Strasbourg, Fibois Grand Est, vous connaissez peut-être ce projet, il est au bout de la ligne de tram à Illkirch, sur le campus. Donc c'est un projet de 200 logements que l'on a construit, je crois qu'on l'a dû le livrer en 2017, me semble, en 2016 peut-être, oui, à Strasbourg pour le Crous. Donc on avait remporté une consultation nationale donc du CNUS. On avait déjà construit un premier projet à Toulouse d'une centaine de logements. Celui-ci était le numéro 2, puis après on en a fait un autre de 100 logements à Lens. L'idée, c'est donc la même chose, de préfabriquer des chambres d'étudiants. Donc là, on est sur des cubes de 15 mètres. Tout à l'heure, on avait des cubes pas très profonds qui faisaient juste une chambre. Là, on faisait un ensemble de 3D qui faisait la chambre de l'Est, le couloir et la chambre de l'Ouest. Et donc, c'est un ensemble de 15 mètres de long, 3,50 mètres de large, 3 mètres de haut, que l'on a empilé les uns sur les autres cette fois-ci. On a abandonné l'idée de la structure squelette initiale glissée comme des tiroirs, comme on a vu que ça posait des problèmes sur des grandes hauteurs. Donc, on a dit, là, on va travailler en empilement de cubes 3D. Peut-être la page suivante. On peut passer le texte. On voit, je sais pas, peut-être on peut le voir en film, peut-être si ça passe. On voit le montage que l'on avait fait au tout début pour Toulouse, mais qui est exactement le même. C'est un système de cadres préfabriqués qu'on a mis au point avec la société Domino. Des cadres qui font 25 cm en planche de 25 cm et qu'on laisse tourner comme ça tous les 60 cm. On remplit d'isolant. À l'extérieur, donc une feuille de bois en triplis, et à l'intérieur, on est plutôt fini avec du fermacell pour amener de l'inertie et du confort d'été. Et on a bien entendu les salles de bain préfabriquées, les placards, les lits, les bureaux, tout ça c'est fabriqué en usine avec une grande qualité de finition. C'est toujours fait à la Charité-sur-Loire, et ensuite on a transporté ces modules de 15 mètres de long sur des camions qui étaient en transport exceptionnel léger, c'est-à-dire qu'on n'était pas trop large pour éviter les accompagnements de véhicules, de motos, de motards de la gendarmerie. Voilà, ensuite on a assemblé les modules et on arrive au projet que l'on a vu tout à l'heure. On peut peut-être passer à la slide suivante. Ah oui, là, on a le détail. Donc, les solives en bois massif, les panneaux de contreventement, l'isolant, bien sûr. La slide suivante. Voilà, on a la vue intérieure d'une chambre en haut à droite. Et puis ensuite, ce que l'on a fait aussi, c'est que là, on a rééchafaudé pour faire les façades, parce que quand on fait du 3D, c'est très difficile d'amener avec une façade finie, parce qu'il y a risque de pianotage millimétrique entre deux modules. Donc ça, on avait fait une première expérience à Toulouse où on avait amené façade terminée, et on a vu qu'on avait eu beaucoup de sujets de réglage au final. On a préféré pour Strasbourg, d'autant que le projet était 2 fois plus important, passer avec une façade rapportée sur les cubes en 3D. Voilà. Ben, je crois que j'ai un peu tout dit sur nos expériences assez récentes sur le 3D. On est persuadé que tout ce travail qui peut être fait en atelier, ben, c'est très bon parce qu'on a un suivi de qualité, on enlève
du côté hypothétique du chantier, du mauvais temps et de la mauvaise humeur d'un chef de chantier. Tout ça se fait en atelier et ensuite c'est un montage sur place. On l'a fait en très peu de temps. On a pu construire très rapidement ces logements étudiants en moins d'une année. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça suscite des réactions? Alors, je ne l'ai pas précisé, n'hésitez pas à poser des questions directement dans la conversation, dans le chat. Comme ça, Yacine, Elodie, Katharina pourront synthétiser les questions et on pourra les restituer aux différents intervenants. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat et comme ça, on les relaye directement à l'intervenant avant de passer à la présentation qui suit. Merci. Pour l'instant, pas de questions. J'ai une question. Ouais. Bonjour, Monsieur Patriarche. Bonjour, Katharina. J'ai une question sur la protection des éléments. Quand ils sont transportés et quand ils sont arrivés lors du chantier, comment on les protège aux intempéries? Parce qu'on a eu le problème sur plusieurs chantiers à Strasbourg, justement, cette question-là. Ouais, nous, on est arrivés bâchés. Avec de la bâche traditionnelle. Alors, on pourrait les imaginer plastifiés, mais on commence à être moyen au niveau carbone. Mais effectivement, ça nécessite une protection. Ou alors, il faut que ça se passe dans des journées d'été où il y a zéro problème. À partir du moment où on n'a pas de fini, c'est-à-dire que là, on arrive avec des panneaux qui seront tous cachés. Donc, même s'il y avait une petite épaufrure à droite ou à gauche, ce n'est pas très gênant. Ce qui est gênant, c'est la pluie. Donc, il faut bâcher à minima avec du polyane, hein, mais le mieux, c'est parce que le polyane, il peut être recyclé, récupéré. Mais sinon, une bâche de camion va très bien pour ça. Du coup, sur place, ça a été aussi, dès que ça a été mis sur place, ça a été enlevé sur les côtés ou quoi? Non, quand on l'a levé sur place, effectivement, là j'étais plus sur le transport. Quand on l'a levé sur place. Moi j'étais plus sur le chantier. Non, sur le chantier, mais, on avait des petites feuilles d'étanchéité provisoires entre chaque layer. Quand on terminait une couche, on laissait une étanchéité provisoire qu'on enlevait. Si on arrêtait un soir, par exemple, de charger, toutes l'état des lieux était toujours protégé pour la journée d'après ou la semaine suivante, parce que souvent on avait des livraisons qui étaient à la semaine et pas forcément au jour le jour. Super, merci beaucoup. Il y a d'autres interventions? Oui, il y a deux questions dans le chat. Une par rapport au calcul de l'impact carbone de la préfabrication hors site et si c'est toujours pertinent de passer plusieurs centaines de kilomètres. Alors, effectivement, on n'a pas fait un calcul très précis à l'époque. On pense que ce n'est pas si excellent que ça parce que on met plus de bois que nécessaire. On construirait en 2D, on ferait un seul plancher et un seul plafond et un seul mur. Quand on fait du 3D, à chaque boîte a sol, mur, plafond. Et quand on met deux boîtes à côté, on a deux murs, alors que quand on est en 2D, on fait un mur pour deux chambres. Donc, on augmente la quantité de bois. Ensuite, le transport lui-même, c'est pas trop méchant parce que on est au centre de la France, donc on a pu desservir depuis cette usine Toulouse, Lens et Strasbourg pratiquement d'une manière équidistante. Sur le sujet, il est plutôt sur la consommation de bois. Le bois, il a été acheté en Auvergne et dans le Jura. Hein, donc, c'était quand même du bois local, donc il n'a pas fait trop de trafic. Mais par rapport à un chantier classique où il y a des camions de béton qui vont et qui viennent toute la journée, on est en dessous. Le seul problème, c'est la quantité de bois que l'on augmente en 3D par rapport à un projet en 2D. Merci beaucoup. Deuxième question par rapport au gain de temps comparé à un projet de construction classique.
200 logements en 10 mois, on va dire, c'était vraiment une performance, hein. Par contre, ça nécessite une usine performante derrière, enfin, je veux dire plutôt en amont, pour que ça fonctionne bien. Cette usine, elle a eu du mal à terminer le chantier, donc ça a été un petit peu compliqué dans la dernière ligne droite. Et ça, c'est important d'avoir une liaison forte entre les gens de la fabrication et les gens du chantier proprement dit, pour que tout ça soit vraiment fluide. Mais c'est vraiment un gain extraordinaire. Et en qualité, il y a pratiquement plus de réserves, puisque les réserves, on les fait à l'usine, hein. Les réserves, elles sont dans le détail quand on a ensuite posé tous les modules à l'intérieur. Forcément, le couloir, il va être revêtu avec un tapis sur toute sa longueur, et il y a des habillages à faire à l'intérieur, donc c'est plus que ces détails-là qui sont à régler, mais le reste est réputé réceptionné en usine. Très bien. Il reste encore une question et j'ai une question par rapport à, vous avez dit, ça favorise, bon, il y a quand même une utilisation peut-être supérieure en quantité par rapport au 2D, mais est-ce que ça favorise un bois de qualité inférieure? Ça favorise un bois plutôt local, une disponibilité à Complètement, proximité? oui, complètement. Là, on utilise des bois pratiquement, je ne veux pas dire de palettes, mais pas loin, puisqu'on a suffisamment de trames, puisque vous avez vu, ce sont des cadres que l'on répète. Ensuite, on a l'habillage qui est en triplis. Le triplis, c'est déjà du bois de récupération. Donc, on est vraiment avec de l'usage de bois locaux. L'intérêt quand même du 3D, c'est qu'en acoustique, par exemple, quand on met 2 modules, surtout pour des chambres d'étudiants, vous pouvez avoir un étudiant en philosophie et puis un autre en rock contemporain. Les deux peuvent travailler le soir, un à la trompette ou à la guitare électrique et l'autre sur son ordinateur. Il n'y a pas de problème d'acoustique, hein, puisqu'on a double mur, tout est vide. En autonomie aussi de température, de chauffage, c'est très très bon, mais ça prend plus de bois. Et un autre problème aussi, c'est que ça prend plus de surface, hein. C'est que le rapport surface utile par rapport à la surface des structures n'est pas terrible. Et peut-être une dernière question et on reprendra les autres après. Et en lien avec ce que vous venez de dire, quel joint d'étanchéité acoustique entre volume 3 déposé? Alors, aucun, justement, à part en façade, hein, mais aucun, puisque on laissait un vide de construction entre chaque élément, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'étanchéité, c'est simplement la toiture finale qui vient faire l'étanchéité de l'ensemble, et ensuite les habillages de façade, comme classiquement, qui viennent, c'était des panneaux soit de bac nervurés en métal en attique, et soit des panneaux de type fibrociment sur la éternite ou similaire sur les façades des premiers niveaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question, Thibaut? Vas-y, tu as le temps, hein. Le bois utilisé a-t-il été débité et transformé en France? La filière Oui, industrielle bois oui, peut-elle suivre? oui, Jura. On n'a pas eu ce problème-là, hein, en approvisionnement. Tout est arrivé du Jura et d'Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Donc, pas eu de tout ça, ça a été scié en France et ensuite assemblé à la Charité-sur-Loire et posé à Toulouse, à Strasbourg et à Lens. Très bien, ben, merci beaucoup et il n'y a pas Merci. d'autres questions. On Merci. pourra reprendre les autres à la fin des interventions. Donc, Merci, n'hésitez pas à Yacine. poser vos questions dans le chat. Merci. Merci, Monsieur Patriarche. Encore une fois, s'il y a d'autres questions, on pourra y revenir un petit peu à la fin. Et je vous propose donc de poursuivre l'intervention en passant la parole à Nathalie Larcher, qui est aussi architecte, hein, donc chez LN Architecture. Et donc, Nathalie, si vous le souhaitez, je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous.
à tout le monde. Alors, je suis donc Nathalie Larcher de l'agence Larcher Nathalie Architecture. On est installé à Strasbourg depuis une bonne trentaine d'années. Notre pratique à l'agence, on est 5 architectes. C'est une agence qui a évolué, mais qui a principalement démarré dans la construction d'équipements publics, petits projets à des plus grands projets. Donc, nous travaillons principalement dans le Grand Est, avec maintenant le Grand Est, puisqu'on a travaillé au départ dans les départements des Vosges, qui était un peu mon terroir d'origine. Donc, nous avons toujours mis en pratique le bâtiment public à plusieurs niveaux, donc des projets qui sont sur concours, donc d'une certaine capacité, donc d'une certaine grandeur, et des projets qui sont sur des territoires où on va dire dans des villages. Ça a toujours été une prédilection de ma part au départ, puisque c'est moi qui ai créé l'agence en 93, mais c'était aussi d'apporter une architecture de qualité et une réflexion dans des petites communes. Donc, j'ai noté effectivement dans cette page de présentation construction bois un savoir-faire, parce que mon premier vrai projet en fait à l'agence est un projet en bois, sans ingénieur, qu'on a donc construit avec une expérience pratique que j'ai acquise en Allemagne et un peu en Suisse, où j'ai un peu travaillé, où j'avais des partenaires allemands architectes assez pointus dans le domaine de la construction. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu savoir-faire, expérience, parce que depuis ce projet de 1993, qui est une toute petite histoire, c'était un bâtiment à l'origine qui devait être un bâtiment modulaire, comme on dit chez nous, un peu type Algeco, dont la mairie avait un budget pour transférer une école maternelle qui devait être démolie et reconstruite ailleurs. Et nous avons proposé de faire un petit bâtiment en bois pour son budget, qui est toujours à Oswald, par exemple, qui est toujours visité, donc qui était un gros challenge pour moi en 1993. Donc j'ai appris en fait à construire, à être praticienne par ce petit projet où effectivement la préfabrication était plutôt traditionnelle, on va dire, c'était un tout petit bâtiment. Et avec cela, on a développé une pratique. Donc, une pratique où il y a toujours eu du bois dans nos projets, des charpentes, des murs mop, où j'ai beaucoup appris avec des formations que j'ai faites, évidemment, mes collaborateurs, collaboratrices aussi. Donc, nous avons mis en place en Alsace, effectivement, beaucoup de bâtiments bois qui ont eu beaucoup d'évolution des pratiques, de notre manière de penser l'architecture, de penser la construction. Et après, évidemment, en bâtiment public, beaucoup le savent, nous sommes obligés de monter des équipes avec des bureaux d'études spécialisés, même si nous avons bien sûr acquis des compétences. Donc là, je vais vous présenter juste 2 projets qui, pour moi, montrent des évolutions. Donc le premier projet, c'est le centre socioculturel de l'Arès, qui avait fait l'objet d'un concours pour la ville de Strasbourg. Oui, vous pouvez passer, c'est très bien. Vous pouvez passer la slide. Et ce projet, comme vous le voyez maintenant fini, et même à l'intérieur, c'est comme un peu peut-être le projet de mon confrère qu'on a vu avant. On ne sait pas combien il y a de bois dedans, parce qu'il y a une évolution aussi en Alsace, où il y a une forte... en Alsace, c'était quand même une région, quand je suis arrivée, très, très engagée dans la construction bois. Ça devait devenir le petit Vorarlberg français. Beaucoup de voyages là-bas, beaucoup de compétences acquises, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de sociétés, d'entreprises, de charpentiers qui ont développé des structures pour effectivement répondre à une demande très très forte des marchés publics. Les marchés publics étaient très 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 engagés, la région, les collectivités locales, les anciennes collectivités, départements 67, 68 et toutes les mairies. Donc ce projet, comme on peut le penser, effectivement, présente du bois en extérieur, qui a évolué dans notre démarche, toujours du bois protégé en bardage, beaucoup de maîtres d'ouvrage n'acceptent pas trop que le bois se dégrade s'il n'est pas protégé. Mais à l'intérieur, toute cette construction est faite, c'est comme un peu des casquettes qui ont monté, vous voyez, c'est un bâtiment qui bouge, et chaque élément est un socle en béton, après du mop, vous allez voir donc la slide suivante, du mop, et toutes les charpentes, toutes les toitures sont en charpente bois. Donc ça, c'était avant, bâtiment pas très
décomposé sur le site. Donc, vous pouvez passer la suivante. Donc, déjà, l'idée de ce projet a été faite en maquette. Donc, pour certains, et on peut passer la suivante, c'est des volumes, effectivement, où toutes les façades sont en bois et toutes les charpentes des 3 niveaux, puisqu'on évolue. Voilà, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. C'était fait par l'entreprise Martin. Donc, on a une évolution de cette typologie qui est en cascade, comme ça, qui démarre au niveau rez-de-chaussée avec un petit périscolaire, parce qu'il y a des maisons dans une rue, et qui monte et qui arrive effectivement par grands panneaux. Certains grands panneaux sont mis en place effectivement par la grue du gros œuvre qui est mise à disposition dans tous les chantiers, souvent par le charpentier. Et on a cette évolution qui était assez impressionnante des immeubles d'en haut, parce que ces photos ont été faites par des usagers qui habitent le quartier de l'Arès d'en haut et qui montrent ça. Donc on est dans une configuration, je dirais plutôt traditionnelle encore, avec beaucoup de préfabrication des entreprises comme Martin à l'origine, qui était l'entreprise de ce projet, et qui ont développé effectivement leur structure pour pouvoir répondre à des demandes aussi des maîtres d'œuvre, des architectes, qui voulaient mettre en place, non pas encore le MOP à la manière humaine, avec l'homme, mais avec des grands éléments. Et le projet était pensé depuis le début comme ça. Et là, ce que je voulais dire aussi par rapport aux points qui sont évoqués dans votre manière d'aborder la préfabrication, c'est qu'en fait, il faut voir que depuis les années 2000-2010, on va dire, il y a une grosse évolution aussi de l'informatique et des logiciels. Des choses plus simples étaient faisables quand même avec des dessins à la main. Les logiciels se sont développés, notamment la 3D ou la 2D, mais la 3D, notamment chez les ingénieurs. D'où les architectes ont eu aussi cette obligation un peu de penser leur bâtiment plus en amont dès le début. Et ça, je dirais que l'ARES, pour être un grand projet avec un autre, mais plus tardif, comme le collège de Benfeld, notre expérience de petits projets, des petits projets vraiment très simples, ces compétences nous ont permis d'oser, ce qu'on n'a peut-être pas fait avant, d'oser de faire un projet plus ambitieux et qui aille jusqu'au bout et qui nous aide à montrer une architecture très forte. Le bâtiment, avant qu'il soit habillé, comme disait mon confrère aussi, on ne peut pas arriver avec tous les éléments finis. Là, vous voyez aussi des complexités de terrasses, de toitures, de pentes, tout est végétalisé, donc il y a beaucoup de choses. Ce bâtiment était magique dans son site et à l'intérieur, on se promenait avec... toute la charpente était visible, on n'avait que les dalles et très peu de murs, et toute la charpente était visible. Donc c'était vraiment un projet qui nous a donné un coup de... Enfin, vraiment, nous a boosté à continuer. Alors après, il y a eu d'autres projets encore. On peut passer la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, on reste dans une architecture ou dans une préfabrication déjà un peu plus sophistiquée que ce qu'on faisait avant, parce que plus grand, plus l'échelle va grandir, plus nos compétences aussi dans les plus grands projets, voilà, se sont révélées avoir des projets de cette échelle, plus la préfabrication a été importante. Et effectivement, le contrôle, il est en atelier, donc avec beaucoup de... Alors ça, c'est un projet neuf. Je voulais dire aussi qu'un projet neuf comparé à des projets de rénovation, la démarche ou l'implication ou les problématiques sont pour moi, maintenant, avec le recul, totalement différentes. Le projet neuf dont vous maîtrisez le concours, c'est l'architecte, c'est le bureau d'études qui vont trouver ensemble, jusqu'aux phases permis de construire, des solutions. On peut parler de préfabrication, tout ça, on saura le gérer. Mais toutes les solutions sont trouvées en amont, puisque c'est notre architecture, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on veut montrer, qui va faire qu'on va faire une construction bois avec de la préfabrication qui nous intéresse. On peut passer à la suite aussi. Donc des grandes fenêtres, des grands éléments. Donc on est dans du classique, du MOP, on va dire, du MOP avec des poutres. Donc là, à l'intérieur, effectivement, on avait une ambiance
assez intéressante. Beaucoup de belles hauteurs qui sont fournies aux espaces. Donc, le fait de faire des toitures, des charpents de bois, nous, on met des pentes. Donc, on a par exemple, au deuxième étage, pardon, on a l'école de musique. On a des studios des studios de répétition qui montent à 4 mètres de haut, 5 mètres de haut. On a essayé de donner aussi cette générosité qu'on ne pourrait pas avoir si on construisait en béton. De toute façon, à l'agence, la philosophie, c'est toujours cet usage des matériaux pour le bon sens. Donc, il y a du bois et il y a du béton. Des écoles sont faites toujours, aussi les salles de classe, avec du bois et du béton. Toujours 2 murs en bois, à minima, extérieur et un autre, et des murs en béton pour l'inertie. Donc là, on l'a mis vraiment en valeur et en application dans ce projet. Vous pouvez continuer. Le deuxième projet que je voulais vous présenter, qui est pour moi une démarche assez nouvelle, donc depuis quelques années, qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Donc dans le Grand Est, après le Covid, il y a eu, dans le Grand Est et ailleurs d'ailleurs, l'Europe a mis en place une politique de rénovation des lycées. La collectivité d'Alsace la met en place depuis un moment quand elle rénove ses collèges et qu'elle fait des extensions. Là, tout repart à zéro. On repart sur des bâtiments qui doivent être pensés pour 50 ans, 100 ans. Nous avions livré le collège de Benfeld qui a été pensé dans cette démarche. Mais là, c'est une autre démarche encore, c'est-à-dire qu'on ne touche, grosso modo, qu'à l'enveloppe, on va dire. L'enveloppe pour une rénovation qui est appelée une rénovation thermique. Alors, le lycée Marie-Curie à Strasbourg est quand même un bâtiment très, très, très connu, secteur ABF, à côté du parc de la Citadelle, qui est décomposé, comme beaucoup de ces grands ensembles, de plusieurs bâtiments qui ont subi des extensions, rénovations, voilà. Devant, vous avez l'administration, à côté, vous avez l'ancien externat, un bâtiment des années 60, et sur le côté gauche, vous avez le bâtiment qu'on appelle, nous, 1990, avec une architecture, comme vous pourrez l'imaginer, totalement différente, une structure porteuse existante totalement différente. Là, vous voyez déjà notre projet de reconfiguration avec une architecture de verrières, de grands vitrages, où en hiver, ils ont froid et en été, ils ont très chaud. Donc, c'est une démarche qu'a lancée la région Grand Est en 2020 avec des programmes de rénovation énergétique de ce lycée. Nous avons aussi travaillé sur 2 autres lycées, un à Célestat et un à Bischwiller, dont nous avons rénové des façades et des bâtiments, pardon, excusez-moi, et dont les travaux sont encore en cours. Donc on s'est un petit peu, voilà, on s'est un petit peu mis dans cette démarche de ne pas faire de concours, mais d'avoir des projets toujours publics dans une rénovation énergétique, parce que ça nous intéresse de mettre en pratique un savoir-faire aussi avec notre équipe d'ingénieurs et qui on travaille d'une façon régulière, mais aussi un savoir-faire architectural, c'est-à-dire aussi par rapport à ce qu'on pensait la construction bois, est-ce qu'on pouvait. Donc par exemple, Marie Curie, quand on a répondu à cette offre, nous avions mis dans notre mémoire technique non pas une réponse qui répondait uniquement au programme, à savoir une rénovation avec un ITE extérieur, changer les fenêtres, etc., mettre des volets roulants ou pas. Nous avions fait une proposition déjà dans le mémoire technique, qui était très fournie, 30 pages d'analyse, de diagnostic. Nous avions déjà proposé de rénover ce bâtiment avec de la FOB, isolation des longrines, de la FOB, changer les fenêtres en bois, par exemple, ne plus mettre de volets roulants qui ont des avantages mais qui présentent des inconvénients, de mettre plutôt des BSO, et de transformer architecturalement, ce qui était demandé un peu dans le programme, les 2 zones que vous voyez en rouge, là, qui sont plutôt le hall d'entrée, qui est une verrière, et un ancien CDI, qui était aussi une grosse verrière. Voilà, donc on peut peut-être passer à la suite. Donc ça, c'est un peu le contexte. Voilà, donc c'était donc dans notre proposition au départ, évidemment, nous avions chiffré, nous avons été retenus, notre équipe Projet Cibétudes a été retenue et l'agence. Nous avons chiffré la version dite de base que souhaitait le maître d'ouvrage et la version ensuite FOB, rénovation FOB, où là vous allez voir évidemment il y a beaucoup de préfabrication avec tous les avantages
et des solutions aussi techniques et d'usage et de fabrication qui étaient intéressantes. Donc évidemment, la solution FOB a été retenue vers l'APD par la région Grand Est, sachant que ce lycée a été rénové avec les élèves dedans. Alors au départ, ce que je veux dire quand même, c'est que la rénovation thermique est très engagée en Alsace. La ville de Strasbourg a plein de projets aussi d'écoles, la région Grand Est évidemment avec ses lycées, les collectivités, la CEA, fait que on ne peut pas appliquer, la maîtrise d'œuvre ne peut pas appliquer ses recettes entre guillemets ou son savoir-faire sur des bâtiments neufs et les appliquer dans des rénovations énergétiques ou des rénovations de bâtiments. Là, ces 3 chantiers que nous avons menés, et notamment celui-ci, nous a donné tout un bilan de compétences complémentaires et que chaque bâtiment est tellement différent de l'autre, même si on en a déjà rénové 3, que chaque bâtiment étant tellement différent, on ne peut pas toujours appliquer les mêmes choses. Donc, on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, il y a tout un travail aussi informatique qui s'est développé. Bon, maintenant, on est sur Archicad, avant, on était sur Vectorworks, et il y a un travail qui a été fait avec les ingénieurs. Donc, par exemple, dans ce contrat, au départ, nous n'avions pas de mission non plus pour une mission exécution. Nous avions une mission de base très simple, même light, un peu hors mission de base, mais il n'y avait pas de mission exécution. Le fait d'avoir proposé du FOB et que la région l'a retenu, nous avons eu de la part de la région une mission exécution avec des méthodes de calcul et un travail avec CEDIM en partenariat, qui est devenu notre sous-traitant, pour exécuter tous les plans. On peut passer. Ça, c'est notre façade, nos intentions architecturales. Voilà, vous voyez que ça, c'est le bâtiment 1960, très tramé, qui nous a permis, voilà, 1960, ce bâtiment ancien. Les élèves sont dedans, donc vous avez en haut la photo existante, en bas les éléments qui sont arrivés par élément, et vous allez le voir après, par des grands modules R+2, par l'entreprise, préfabrication, et les façades. Le chantier n'est pas fini, et des façades finies, comme vous disiez, mais effectivement, la vêture a été posée après et a nécessité des nacelles ou des accompagnements. Le grand avantage de la FOB, on peut peut-être passer à la page suivante, s'il vous plaît. Voilà, le grand avantage de la FOB, sur ce bâtiment, la FOB a été posée techniquement d'une façon complètement différente que je vais vous montrer du bâtiment 1990, l'autre partie, est encore différente de ce qu'on a rénové dans la partie du CDI. Là, par exemple, la FOB, impossible dans la structure des bâtiments 1960 de se poser sur les longrines ou sur la façade. La façade est une double peau de béton avec un petit isolant à l'intérieur, avec une céramique dessus, comme beaucoup de bâtiments de cette époque, et de l'amiante. De l'amiante dans certains joints. Donc, l'idée ici de cette FOB était de venir en un seul élément du rez-de-chaussée à l'étage, avec la prise, la tenue de ces FOB en point bas par des consoles métalliques. Donc, la FOB, elle est retenue sur ces consoles métalliques. On voit aussi que les longrines qui ont été caissées ne sont pas planes. Beaucoup de problématiques, pas toujours vues, on va dire, non pas de manquement de compétences de la maîtrise d'œuvre ou autre, mais beaucoup de détails quand même à tenir compte qui peuvent vous faire un changement technique ou un surcoût financier qui peut devenir insupportable autant pour le maître d'œuvre qui aime bien respecter ses budgets que le maître d'ouvrage. Voilà. Donc là, par exemple, la technique de cette FOB posée, c'est on arrive avec des grands éléments fabriqués par l'entreprise Girold. Tout est fabriqué, donc les plans sont faits par CEDIM, évidemment validés par la maîtrise d'œuvre qui a déjà vu toutes les problématiques, le maintien des fenêtres, le changement des fenêtres, etc. Celles qu'on garde, celles qu'on ne garde pas. Les isolants. Et là, on arrive avec un panneau complètement isolé en matériaux biosourcés, en laine de bois. Donc, vous avez vu donc, avec le pare-pluie, les lattes. Les lattes pour supporter le bardage. Donc, le bardage a été posé par une autre entreprise. Et là, pareil, on a des retours d'expérience qu'on pourrait dire, si on devait faire autrement, qu'on ferait autrement maintenant. Est-ce qu'on met les lattes chez le charpentier ou est-ce qu'on laisse le bardeur mettre des lattes complémentaires? Parce qu'évidemment, il y a toujours des problèmes. Dans la rénovation de bâtiments de ce type, il va y en avoir beaucoup sur Strasbourg. Il y a plein d'appels d'offres, sur l'Alsace, même le Grand Est.
il y a des points que nous on appelle les points de vigilance, c'est-à-dire que rien n'est parfaitement vertical ni d'aplomb, que ce soit dans la longueur ou dans la hauteur. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, c'est pas possible d'être parce que les murs ont bougé, l'existant n'est pas plan. Vous avez beau faire un diagnostic des relevés, même on a fait faire des relevés, mais c'est pas plan. D'où toute cette problématique, à un moment que parlait mon confrère, aussi de tolérance, c'est-à-dire de comment gérer tout ça. Ça veut dire que sur le chantier, cette enveloppe finalement finie, elle était gérée entre une intervention des deux entreprises. Donc le charpentier bois a remis un peu d'aplomb, a changé des lattes, et l'entreprise de bardage a réceptionné ce support de façon classique pour dire si le bardage va être accepté par la maîtrise d'œuvre, s'il présente des déformations dans la pose. Donc pour arriver à un objectif, on part d'un point bâtiment très complexe, finalement qui paraît simple. Cette typologie permet évidemment la préfabrication de panneaux, mais on arrive à une entente et un travail sur le chantier qui n'est pas anodin. Si on peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est par exemple tous les détails qui sont faits, qui sont repris par le charpentier, qui lui aussi, tous les charpentiers maintenant, se sont développés et travaillent aussi en 3D, donc lui refait ses plans, ce sont des plans exés de CEDIM. Donc tout ça, c'est sur la base de nos plans, mais vous voyez qu'un bâtiment, il est complexe, et nous, on reprend, en tant qu'architecte, on reprend un bâtiment dont on n'avait pas de plan précis, par exemple. On n'a pas, nous, quand on fait un bâtiment comparé à une construction neuve, on dessine notre bâtiment, donc on part sur notre bâtiment. Là, on reprend un bâtiment complexe avec plusieurs configurations. On peut passer à la slide suivante. Donc ça, c'est nos détails à nous, nos intentions qu'on veut, qui sont reprises après. Donc c'est des coupes de principe. Donc la FOB, elle est venue devant la façade. Donc ça veut dire que toute la partie intérieure de l'ancienne façade, sauf les murs évidemment, devient de l'espace intérieur. Ça, c'est la partie 1990. Donc, vous voyez encore la 1960 en haut en noir et la 1990 sur votre droite qui était complètement différente. Là, le FOB, elle est posée, la FOB est toujours posée de cette manière aussi devant l'existant parce que dans ce projet, nous avons déposé les fenêtres existantes après avoir posé les fenêtres neuves qui sont donc au nu de la façade. Donc le bâtiment est resté avec ses fenêtres existantes. Il fallait qu'on ait un ordo total pour pouvoir que le lycée fonctionne. Donc les configurations sont un peu identiques ou un petit peu différentes. Donc voilà le truc. Donc là, nous avons aussi mis des auvents sur les zones de préau ou de sortie des élèves. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc ça, c'est la reconfiguration du bâtiment 1990 que je viens de vous parler, avec le CDI qui a été refait et la partie du hall d'entrée. Là aussi, c'est une autre configuration. On a mis des éléments préfabriqués qui ne sont pas devant le bâtiment existant, mais qui ont été posés sur la dalle. Parce que la dalle et la configuration structurelle permettaient de poser le FOB sur la dalle et non pas en avant. Donc là aussi, c'était une troisième gestion de construction. Mais le principe était le même. On a conservé les fenêtres et on les enlevait. On peut continuer. Slide. Oui, voilà. Donc ça, c'était avant, avec les verrières que je vous ai parlé. Voilà, beaucoup d'impacts très, très importants, déménagement du CDI, évidemment. On peut continuer. Donc, les plans de préfabrication avec des éléments qui sont arrivés comme ça, certains aussi gros sur le chantier, le haut-vent, des éléments de façade qui sont arrivés comme ça, quasiment, préfabriqués. On peut continuer. Donc, tout un travail aussi que je dirais presque un peu plus traditionnel de chantier, à savoir qu'il faut, vous voyez, les fenêtres, le FOB est posé, les fenêtres sont conservées, et au fur et à mesure que l'entreprise a fabriqué ces fenêtres, qui sont fabriquées sur plan, et non pas sur mesure, évidemment sur place, sont changées, donc on dépose et on repose. Donc ça demande une temporisation, ça demande un planning, ça demande que le lycée nous laisse des salles ouvertes à disposition, donc sans élèves, ou profiter des vacances, mais les vacances de juillet-août ne sont pas suffisantes dans un lycée pour faire tout ce travail que vous avez compris. On peut continuer.
Voilà. Donc, il y a des images un peu avant-après. Là, on est en train de finir ce chantier. Donc, on voit l'ancien CDI, les escaliers, le nouveau CDI qui est en train de se valoriser avec son bardage. Donc, voilà, on peut continuer. Tous ces allers-retours aussi, le bâtiment 1990 avec le nouveau hall d'entrée. Là, on travaille encore en site. On peut continuer, oui. On travaille encore en site occupé où on a fait, le lycée nous autorise à travailler par sécurité comme il y a des doubles portes. Donc, on neutralise une zone à droite pour finir de poser les bardages et on continue, on neutralise une autre zone. Alors, une des problématiques qui a été évoquée aussi, qui a été posée même comme question, c'est la protection. Alors, la protection de tout ça nécessite effectivement que l'étancheur ou que le lot bois protège ces phobes, mais aussi, nous, là, les isolants. On a eu cette année 2024, malheureusement, je dirais, de la pluie énorme, 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 que franchement, en 2023, on n'a pas eu. Je crois qu'on a eu 20 fois plus, ce qui n'a pas été facile. Il faut le reconnaître. On a eu, il faut le reconnaître, quelques points faibles, donc avec de l'eau qui est rentrée un peu, donc séchage des isolants, etc., remise en condition, réfection. Donc ça nécessite quand même une coordination dans la rénovation, hein, je veux bien dire, je pense beaucoup plus importante et beaucoup plus forte que dans un projet neuf qui, de mon point de vue, présente peut-être moins d'aléas et même s'il est bien maîtrisé, voilà, la rénovation énergétique nécessite quand même un travail soigné, une collaboration très forte entre les clos couverts, comme on appelle, pour arriver à des performances intéressantes. Ce qui était très intéressant dans notre démarche de proposer du FOB, et j'en conclurai là-dessus, c'est que le lycée, les élèves étaient là et bien sûr les enseignants. Alors, ils ont eu des désagréments parfois, hein. Tous les jours, les mercredis ont été utilisés, les vacances, mais ils ont eu des désagréments de bruit. Par contre, si on avait mis en place un ITE classique, même en laine de bois biosourcée et autres, on aurait eu beaucoup plus de désagréments, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'aléas. Je pense un ITE classique en panneau, beaucoup d'aléas pour 2024, de pluie. Et donc, je pense vraiment de gros problèmes d'isolation qui auraient été vraiment très mauvaises. Voilà. Continuez et puis j'en finirai là. Parfait, merci beaucoup. Merci Nathalie pour cette présentation très claire. Je crois qu'entre les deux présentations, on voit des belles opérations qui cumulent aussi bien de la préfabrication en 2D, en 3D, pour du neuf, pour de la rénovation. Je crois que c'est vraiment ce qu'on voulait vous apporter, hein. C'est quelque chose de très complet. Donc, Yacine, je te laisse la main s'il y a des questions de l'audience. Sinon, j'ai une question. Nathalie. Vas-y. Nathalie, bonjour. Bonjour. Dis-moi, comment tu choisis jusqu'à où tu vas dans la préfa? Est-ce qu'il y avait un moment la réflexion d'aller jusqu'au bardage ou voilà, ça c'est ma question. Donc, le bardage étant assez lourd, en éternite, c'est assez lourd. Donc, ça a été assez vite évoqué de ne pas le mettre dans la préfabrication. Par contre, il était prévu dans le DCE ou même avant de négocier les marchés que les fenêtres qu'on aurait bien aimé en bois soient posées chez Girold, enfin chez le charpentier qui est donc Girold. Par contre, il s'est révélé plusieurs soucis. C'est qu'il fallait que l'entreprise fournisse les châssis, les dépose chez Girold. Tout ça, on a trouvé que c'était peut-être trop complexe et qu'il y avait des risques. On ne connaissait pas les entreprises. Il faut savoir que cet appel d'offres s'est passé aussi l'année dernière en mai-juin, avril-mai. Et on a eu très peu d'offres. Très peu d'offres, pourquoi? Beaucoup de projets avaient été en retard par le Covid. Beaucoup d'entreprises avaient des problématiques financières ou autres, je ne sais pas. Beaucoup de projets en retard, donc beaucoup de retard. Et ensuite, les appels d'offres en mai-juin, ça marche jamais en marché public. Donc, on les a tout le temps, voilà. Donc, on a eu un ou deux entreprises pour nos lots, et on a dit Gott sei Dank, hein, en alsacien, heureusement. Mais certains avaient tellement de boulot qu'ils nous ont dit ouais, moi je veux bien faire votre chantier, mais je commencerai à Noël. Ah, on a dit mais ça, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut du temps. Il faut du temps pour les études. Les bâtiments, vous avez vu, sont très différents. Le bardage est faisable, mais peut-être un autre projet moins complexe. On aurait peut-être pu faire le bardage pour le CDI, parce que là, on est en FOB plus de classique que je pose, voilà, mais bon, c'était un lot à part.
Je pense qu'en entreprise générale, des fois, je me dis, alors, j'ai rien contre les entreprises séparées, j'ai rien contre les entreprises générales, je travaille des fois avec eux, les entreprises générales. Je me dis qu'en entreprise générale, travailler avec des sous-traitants, ça pouvait être intéressant de réfléchir à tout ça, quoi, ou de se poser des questions par rapport. Mais quand on veut un bardage qui n'est pas du bois, c'est compliqué de le mettre dans le FOB et de le préfabriquer. Le seul regret dans ce chantier, c'est qu'on n'ait pas pu faire des façades, des châssis bois alu, par exemple, qui donnent une ambiance aussi dans le bâtiment des années 60. Vous voyez, il est très, très strict, hein. C'est le couloir, les salles de classe, c'est vraiment, on a tous sans doute été au collège ou dans des lycées comme ça. C'est vraiment très, très dur comme architecture, même à l'intérieur. Donc, il faut savoir, je ne vous l'ai pas montré, mais qu'à l'intérieur, comme notre façade, elle est devant et que nos châssis sont devant, on a tout réhabillé en bois, les anciens nébrasements. Avec le poteau-poutre, poteau, vitrage, là, on a 2500 mètres, 2,5 km d'habillage en panneaux bois à l'intérieur. Donc, il y a toute une complexité qui nous a beaucoup, qu'on a compris dès le début qu'on a proposé du FOB. D'autant plus qu'on ne pouvait pas se poser, on ne pouvait pas casser la façade, donc on était même obligé de se poser devant. Donc ça, pour moi, c'est... Voilà, donc toutes les problématiques du bois, des sections, tout ça, on connaissait. Protéger le bois, évidemment, on le connaissait avec les pare-pluies. C'est quand même encore toujours cette relation de chantier où il faut que le couvreur soit là, que l'autre soit là. Voilà, donc qui fait quoi, qui prend la responsabilité de quoi. Et puis bon, 2024 a été quand même une année horrible pour avancer dans les rénovations thermiques, surtout, voilà. Et c'est un gros challenge, gros challenge. Et en fait, la question est aussi qui en Alsace sera capable de fabriquer une façade comme ça? Qui fait une sorte de sous-entreprise générale, en fait. Il y en a. Bah, là, il y en avait qu'un. C'était Girold. Et L'entreprise aurait pu Girold faire a les fenêtres et répondu. tout ça. Elle avait C'est beaucoup de juste. travail. Elle avait beaucoup de Ouais, travail, mais elle a répondu. Ils nous ont suivis parce qu'à un moment, voilà, ils disaient voilà, ils ont suivi le timing, la région était compréhensive. Au départ, évidemment, le programme de 2020, c'était 6 mois de travaux. C'était pas réalisable, ça s'est complexifié. Les prix ont un peu augmenté, mais ils ont voulu mettre de la qualité la région. Donc du coup, voilà. Donc après, tout le monde a suivi et a accepté parce qu'ils avaient aussi, la région Grand Est a des dates butoirs pour finir les DGD, les soldes de tout compte des entreprises, pour avoir les subventions, parce que ce sont des subventions européennes. Donc tout ça a été revu parce que lancer un programme en 2020 après Covid ou 2021 et finir des travaux fin 2023, enfin c'est pas réaliste, surtout pour Marie Curie. Marie Curie, c'est quand même un grand lycée, quoi. Puis même les autres, à Strasbourg, ils sont tous très grands. Donc c'était un gros challenge et tout a été bien revu, repensé. Et Girold, par exemple, il vient de racheter Martin. Donc, ils vont se faire une formation. Voilà, ils vont se faire un. Et Martin avait énormément boosté quand même son usine et sa préfabrication, qui était un de ses objectifs, même dans le marché public un peu, quoi. Donc, on a quand même. Voilà. Après, les autres charpentiers, pour moi, ils ont du travail aussi à faire, mais ça demande un investissement si on veut vraiment être dans la préfabrication. Merci. Yacine, est-ce que Oui, merci tu as beaucoup. repéré Il y a d'autres une questions? question. Oui, il y a une sur le chat. Est-ce qu'il y a eu une rénovation de la toiture? Et si oui, comment ça a été fait et quel procédé? Oui, il y a une rénovation complète de la toiture. Un des avantages de cette toiture, c'est qu'on était en foam glace. Donc le foam glace était un gros avantage pour moi, même si ce n'est pas un matériau, on va dire, super écolo ou autre, mais il est très intéressant parce que quoi que vous fassiez sur la toiture, si vous gardez votre foam glace, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. C'est un des matériaux que je veux préconiser de plus en plus pour éviter toutes ces fuites d'eau dans les toitures. Sauf que pour des tas de raisons techniques, je ne dis pas bureau de contrôle, mais de faire du neuf avec du vieux, tout le monde a décidé d'enlever le foam glace. Moi, je n'y voyais aucun inconvénient. On a fait venir foam glace X fois. On a eu beaucoup d'engagement à limiter les déchets, etc. Mais le foam glace a été enlevé et ils ont remis, pour respecter et éviter les rehausses d'acrotères, vous savez, qui sont des problèmes aussi de plus en plus, on a mis du polyuréthane pour éviter de rehausser. Ça veut dire qu'on peut avoir des bons airs en thermique sans rehausser ces acrotères. Et là, vous avez vu qu'il y en a beaucoup, qui coûteraient aussi beaucoup d'argent. Rehausser une acrotère comme ça, c'est quasiment 150 € le mètre linéaire. Certains bureaux de contrôle nous les acceptent en maçonnerie,
mais ça doit être coffré, du béton qui doit être pris sur l'acrotère de base. D'autres ne les acceptent pas. Certains nous acceptent des costières pour rehausser des acrotères, mais d'autres ne les acceptent pas. Donc là, on a 4 projets où on nous a accepté des choses différemment ou pas. Donc là, on a décidé, bon, bah voilà, le maître d'ouvrage a décidé d'enlever le foam glass. Voilà, les entreprises un peu, voilà, disent, ouais, comment je prends la garantie, tout ça, enfin, des histoires un peu ridicules, je trouve. Donc, on a enlevé une toiture qui était très bien, 10 cm de foam glass, qui n'avait pas de fuite. On l'a enlevé et on l'a rénové. D'où le problème d'étancher toutes ces acrotères pendant un chantier. Donc, vous savez que les entreprises ne sont pas sur site s'il pleut, parce qu'ils ne font rien, ils ne peuvent pas travailler. Donc, voilà, on peut des fois être absent, l'étancheur est absent, alors qu'on vient de poser des FOB. Cette acrotère à protéger pour pas que l'eau rentre est quand même une complexité qu'une prochaine fois, on gérera d'une façon très différente et beaucoup mieux. Merci beaucoup. Et il n'y a plus de questions, Thibaut. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Larcher. On va poursuivre avec notre dernier intervenant, en la personne de Adrien de Gaulier, qui représente et qui travaille pour l'entreprise Ossabois. Adrien, je vous laisse prendre la parole et je fais défiler vos diapos. Est-ce qu'Adrien est toujours présent? Il faudrait activer votre micro si vous êtes là. Et voilà, c'est tout bon. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les 2 intervenants précédents qui ont mis en avant la préfa. Donc Adrien de Gaulier, Société Ossabois. Je suis responsable du développement de la façade est de la France. Donc ça part de Strasbourg, ça descend jusqu'à Marseille, ça passe par le Luxembourg. Et je viens à la base du monde de la préfa, mais ossature métallique. Et j'ai rejoint Ossabois il y a aujourd'hui 3 ans. Tu peux faire défiler. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc, effectivement, on se présente comme le leader industriel de la construction bois. Tu peux mettre la diapo suivante. Voilà. Donc, Ossabois, c'est une structure qui a une 40aine d'années, qui appartient au groupe GA Smart Building, un promoteur toulousain qui était déjà dans le monde de la préfabrication parce qu'il possède 3 usines de préfabéton à Toulouse, Colmar et une autre en Normandie, et qui a souhaité orienter son choix sur la décarbonation de ses constructions. Ossabois, en tant que tel, représente 38 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 180 collaborateurs, une capacité de production de 250 000 m² de murs planchers par an. Et donc 3 sites de production, 2 qui sont dans la Loire, Noiretable et Balbigny, à côté de Saint-Étienne, et un autre qui est dans les Vosges, c'est l'usine de Le Syndicat, à côté de Gérardmer, où c'est un clos couvert de 15 000 m², où on fait de la production et 2D et modulaire. On est présent sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, l'ADN Ossabois, c'était plutôt le logement collectif, maison en bande, logement collectif. Mais de plus en plus, on se diversifie sur d'autres secteurs d'activité qui peuvent être aussi bien les bâtiments tertiaires. On a livré au mois d'août là le siège social des Cognac NC à Cognac. Éducation, on a plusieurs ouvrages livrés en France, Marignane, un collège à Saint-Priest, à côté de Lyon. Santé, salle de consultation, CHU, et de plus en plus, on est sollicité sur de l'habitat partagé aussi, qui est un vrai sujet actuellement. Je vous présenterai en fin du diaporama un time-lapse d'ailleurs d'une unité de soins dentaires qu'on a fait pour le CHU de Besançon. Résidence étudiante, Monsieur Patriarche l'a présenté. Le Crous, effectivement, est un modèle qui se prête bien à la préfabrication parce que très industrialisable de par le fait d'une répétitivité. Et hôtellerie et tourisme, où on est sollicité également sur certains sujets. On a livré un hôtel éclos à Marne-la-Vallée. Et aujourd'hui, je travaille avec le groupe Accor sur plusieurs projets, ainsi que le Club Med. Alors voilà, pour nous, la construction hors site, ce n'est pas une mode, c'est notre modèle. C'est vraiment un mode de pensée qu'on a tous les jours au sein de nos équipes. Je vais passer rapidement sur les avantages du hors-site parce qu'ils ont été assez bien détaillés avec les intervenants précédents. Effectivement, il y a une gestion des délais et des coûts.
Tout à l'heure, il y avait une question sur le gain de temps planning. Nous, on estime que, alors, par rapport à une phase chantier, hein, hors phase d'étude, on estime qu'on peut gagner 80% des temps de réalisation quand on est en phase modulaire et 50-60% quand on est en 2D. Parce qu'il y a une histoire de recouvrement de tâches, c'est-à-dire quand les fondations sont faites, nous, on est déjà en production en usine généralement. Et la chose à laquelle il faut veiller très souvent, c'est qu'en fait, tous les choix d'architecture intérieure, par contre, doivent être faits très en amont et pas en aval comme on a l'habitude sur les projets en tradi. C'est-à-dire que quand on attaque, nous, notre phase modulaire, effectivement, tout ce qui va être les équipements salle de bain, les équipements intérieurs doivent être définis en amont. Et il y a une maîtrise des coûts parce que, comme le disait Monsieur Patriarche, effectivement, la qualité se gère en atelier. Un chantier, pardon, euh, on dénomme ça chantier apaisé, mais c'est vrai qu'on a très peu de nuisances sonores sur nos chantiers, dans la mesure où on intervient uniquement avec des grues. Euh, on a une rapidité d'intervention aussi qui nous permet d'être apprécié sur certains projets qui vont être en milieu ultra-urbain ou par exemple milieu hospitalier où on est sur des sites qui sont très très contraints et où il y a une demande effectivement d'avoir un environnement sonore plutôt calme. On a une empreinte carbone réduite, mais cela va sans dire. On a une analyse de cycle de vie qui est réalisée sur chacun de nos projets. On utilise le bon matériau au bon endroit. Alors, effectivement, on a entendu beaucoup parler de matériaux biosourcés. Très souvent, et j'y reviendrai pareil sur l'hôpital de Besançon, on est sur des mix bois-béton parce qu'on ne peut pas s'en passer pour certaines contraintes structurelles, contraintes techniques ou contraintes même économiques. Et on y revient sur la qualité. En fait, tout est géré à partir de la première découpe du morceau de bois en usine. Tout est géré sous système de contrôle qualité via des pads. Et dès qu'un produit est non conforme, il est repassé sur nos chaînes pour être repris avant la livraison sur chantier. Donc l'objectif est bien sûr le zéro réserve à la livraison. La traçabilité, alors, on est forcément sur la gestion durable des forêts, la matière première renouvelable et abondante. On a la chance d'être implanté sur deux massifs boisés, les monts du Forez et le massif vosgien. Sur les projets, en moyenne, on est à 60-70% de bois français. Euh, les autres bois qu'on va faire venir vont être sur des pays limitrophes qui peuvent être l'Allemagne, la Pologne, mais ça va être sur des sections qu'on ne sait plus travailler malheureusement en France. Alors aujourd'hui, il y a un grand plan qui est lancé pour récupérer ce savoir-faire en France, mais aujourd'hui, globalement, on est à 60-70% de bois français. On est sur une ressource qui stocke le CO2 et on réutilise 100% du bois qu'on ne consomme pas. Et après, on est sur une... Ah, pardon, excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix, c'est une catastrophe. On est sur une construction en filière sèche et on utilise bien sûr d'autres matériaux biosourcés dans le cadre de nos projets. Les avantages de la construction bois. Au niveau de la performance et l'efficacité thermique, de par nos complexes standards, en général, on travaille sur des murs d'épaisseur de 180 mm. On est déjà adapté à la RE 2020. Mais les projets aujourd'hui qui sont forcément pour 2025, on est sur les seuils 2025 et de plus en plus, on nous demande d'aller sur les seuils 2028-2031. Très souvent, chez nous, ça va passer par l'épaisseur du complexe, mais il y a aussi tous les appareils qui vont fournir l'énergie qui seront au milieu de ce sujet. Ça passera plus forcément par le mode constructif du bâtiment. L'efficacité énergétique, effectivement, on consomme beaucoup moins. Alors, ça a été relevé, le fait de fabriquer un modulaire consomme plus de bois, mais par rapport à une construction en tradi, on estime qu'on va on va économiser 60%, 70% de poids matière. Et ça induit une réduction énergétique de 30% au global. Ça a aussi été un sujet évoqué, confort et qualité de vie aux utilisateurs. Le fait d'être dans des bâtiments bois, le côté chaleur, bien-être est forcément apprécié. Et le bois isole et résiste beaucoup aux contraintes. J'y reviendrai après. Et évolutivité sur les structures.
très souvent, on peut penser que le modulaire bois, en fait, c'est une pièce de quatre murs. Aujourd'hui, de plus en plus, on s'oriente sur des logements du T4, du T5. Donc, on a des espaces qui vont comporter que des modules, pardon, qui vont comporter que 2 pignons, qui vont avoir 3 murs. On essaye de les rendre évolutifs en ayant recours à de la cloison classique, de la cloison SAD. Et même, on a certains projets, là c'est sur le déplaçable. Par exemple, on a livré sur Monaco pour la sûreté publique 2600 mètres carrés de bâtiments modulaires. Et dans 3 ans, quand ils auront fini la rénovation thermique des 2 bâtiments dans lesquels ils étaient logés précédemment, on va prendre cet ensemble de 2600 mètres carrés et le redéplacer sur un autre site pour le remonter à l'identique. Je veux bien que tu passes. Voilà. Alors, conception sur mesure, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de standard. On raisonne vraiment au projet et c'est un aparté qu'on peut faire, c'est qu'on aime bien être en amont des projets. C'est pour ça qu'on répond principalement à des marchés de conception-réalisation parce que en fait, on n'a pas de module standard, on standardise au projet. C'est-à-dire qu'on travaille conjointement avec les architectes qui vont élaborer la première esquisse, qui vont nous faire la première proposition de bâtiment suivant le programme. Et ça va être à nous d'apporter en fait notre savoir-faire, notre retour d'expérience sur les projets qui ont été menés précédemment pour dire à quel moment il sera intéressant d'avoir recours au modulaire, à quel moment il sera intéressant d'avoir recours au 2D, et à quel moment, en fait, nos savoir-faire ne seront pas pertinents sur le projet, et il faudra passer sur un autre matériau, notamment le béton ou de la structure métallique. Tu peux passer, voilà. Donc la construction 2D, au Savoie, on travaille principalement des murs à ossature bois massif, épicéa, Douglas. On peut avoir recours aux murs CLT pour des raisons structurelles. On a livré une résidence dans les Alpes sur un R+10 et structurellement, on est obligé d'apporter du CLT sur les étages inférieurs. Sur les planchers, pareil, on peut raisonner sur des planchers ossature bois massif, CLT. On fait aussi du plancher mixte bois-béton. Ça peut nous être demandé, notamment sur des contraintes techniques avec des forts reports de charge au sol. Donc ça, c'est pour tout savoir-faire 2D, pardon. Tu peux passer, ouais. Alors, c'est vraiment les grandes étapes de la fabrication 2D. Donc là, c'est ce qu'on appelle la speed cut. C'est elle qui va, à partir de tout ce qu'aura dessiné notre bureau d'études, on va lui injecter le programme et c'est elle qui va prédécouper tous les éléments nécessaires à la fabrication des éléments 2D. Donc après, on passe à ce qu'on appelle le cadrage, qui peut être ou manuel ou automatique, où en fait nos opérateurs vont venir assembler les différentes parties bois pour concevoir les murs ou planchers. Alors là, on voit très bien, on est sur un plancher solivé. Ensuite, on intègre les isolants. Isolants, petit aparté aussi, aujourd'hui, on fonctionne à 100% soit laine de roche, soit laine de bois. On voit aujourd'hui apparaître des isolants. Il y a un ATEX qui est sorti sur de la paille hachée à injecter dans les murs. Donc, on est en train de raisonner pour essayer de pouvoir intégrer ça dans nos process. On voit aussi apparaître de la laine de coton et également de l'herbe carrément à injecter dans les murs. Donc, aujourd'hui, on voit pas mal d'isolants qui sont en train d'apparaître avec de bons airs, mais très clairement, aujourd'hui, 100% de nos projets sont menés sur de la laine de roche ou laine de bois. Et comme il a été dit précédemment sur le projet de rénovation du collège, du lycée, je ne me rappelle plus, effectivement, on peut intégrer en usine et les menuiseries et le bardage. Ça dépendra, ça a été bien expliqué suivant les contraintes techniques chantier. Quelques exemples de réalisation. Alors là, c'est un exemple de réalisation en neuf. C'est des murs et façades à ossature bois pour 11 000 mètres carrés avec un peu de charpente. C'est pour 53 logements collectifs R+2. C'est une livraison qui aura lieu dans le 77 fin 2024. Donc là, on est en cours de production. Je te laisse passer à la diapo suivante. Là, c'est les bureaux pour Pacifica qui est la filiale assurance du groupe Crédit Agricole. Alors, c'est une structure qui est en dessous de notre granulométrie à laquelle on a l'habitude de répondre. En général, nos granulométries se situent plutôt à 4000 m² de façade ossature bois. Si on a répondu à ces projets, en fait, c'est qu'on a dupliqué ce modèle-là via un contrat cadre. Et là, c'était un concept mur ossature bois et plancher CLT.
Et le bardage bois était posé en usine. Si tu peux juste revenir, en fait. Pour le coup, le bardage bois était posé en usine et le rez-de-chaussée était posé sur chantier. Le suivant. Donc ça, pareil, c'est dans 77, c'est des logements collectifs, charpente fermette, menuiserie extérieure, bois triple vitrage. Euh, livraison août 2022, alors je crois qu'il y avait une visite qui avait été organisée, peut-être vous avez eu l'occasion de visiter, c'était via Livings. Alors c'est une opération qui avait fait beaucoup de bruit, c'est parce que c'était une des premières opérations qui était menée en démol, reconstruction sur de la fondation béton existante. Et ensuite, on a deux exemples dans le cadre de rénovation. Alors non, pardon, ça c'est Stellantis, c'est un ensemble tertiaire qui a été pris par GA. GA, le groupe auquel on appartient, c'est le centre de recherche Stellantis à Poissy. Un projet à 150 millions d'euros. Et là, on a livré tout ce qui était façade ossature bois et également, très souvent, on est consulté pour les modules sanitaires sur de la grande répétitivité qu'on peut industrialiser parce qu'on est sur une qualité uniforme et surtout, on n'a pas des 12 corps de métier à gérer sur chantier. Donc, on a mené ces deux opérations là sur ce site. Alors, pour notre partie, c'est livré, c'est en cours de finition et la livraison est prévue pour fin 2024 et début 2025. Ça, c'est dans le cadre d'Energy Sprong. C'est une opération qui a été menée par Sarta Habitat. C'était la pose de façade ossature bois, donc 14 000 m², qui intégrait et bardage et menuiserie. Alors, vous voyez que les façades béton ont été déposées. Donc, on vient se reposer sur les dalles béton. Et l'intérêt vraiment pour le maître d'ouvrage, ça a été qu'on a pu intervenir en site occupé. Donc, ils ont fait un effet de rotation sur les logements qui étaient vacants et ça a permis effectivement d'avoir un chantier avec beaucoup moins de nuisances que sur de l'ITE classique. Et ensuite, voilà, ça c'est le quartier Bel Air, c'est à Saint-Priest. La particularité de cette rénovation, donc vous voyez là, c'est un peu différent, on vient s'appliquer sur la façade existante. Et la petite particularité, on est sur un bardage copanel, donc là ça a aussi été bardé en usine. Et la petite particularité, et qui a été techniquement à travailler beaucoup en BE, c'est qu'on a repris les menuiseries existantes. Les menuiseries existantes ayant été changées 2 ans auparavant, ils nous ont demandé de faire de la façade qui venait reprendre parfaitement les menuiseries et les embrasures ont été refaites après. Et ensuite, donc sur la construction modulaire, donc on passe sur l'assemblage de nos planchers plafonds. Donc on peut très bien avoir recours à du module structurel, ce que nous on appelle du module structurel, module bois, ou du module non structurel, c'est ce dont je vous parlais pour Stellantis, du module sanitaire, où là on sera sur de la structure métallique, avec plancher, plafond bois, avec de la structure métallique, mais qui est non structurelle. Et quelques exemples de réalisation. Non, pardon, voilà, donc ça c'est l'assemblage. Avec, on intègre la menuiserie directement. Dans le 2D, alors c'est l'industrialisation. Donc on est sur un palan et en fait notre module va avancer. On pose d'abord le plancher, ensuite on va venir monter les murs. Ensuite on peut intégrer des salles de bain. On peut intégrer de la salle de bain ou faire de la salle de bain traditionnelle. Là typiquement sur l'image de gauche c'est une salle de bain tradie, donc on a posé le plafond et ensuite on vient refaire notre salle de bain à l'intérieur. Ce que ça implique, alors vous avez de la salle de bain préfa, type Baudet, type Altor, qu'on peut intégrer. C'est ce qu'on fait dans la majorité des cas sur les Crous. Quand on est sur d'autres usages, on fait appel à de la salle de bain tradie. Ce que ça nous implique, nous, c'est de couler du béton dans notre plancher, parce qu'il n'y a pas d'attaque sur les revêtements pour des planchers bois, et on refait ensuite sur cette dalle béton une vraie salle de bain ou un sanitaire. Et vous voyez que les réseaux sont déjà intégrés dans les parties 2D. Donc là, on est sur de la finition sur sanitaire, à savoir, et ça a été précisé qu'en fait, on n'a pas en fait, on est en continu, hein, on n'est pas soumis aux aléas climatiques, et que tous les corps d'État sont intégrés
à l'usine, c'est-à-dire que ce sont nos salariés. Il n'y a pas de sous-traitants, ce qui permet d'avoir une flexibilité suivant nos productions. Comme on n'est pas sur du standard, qu'à chaque fois un projet se redessine, on a la chance d'avoir des salariés en fait, qui savent faire plusieurs corps de métier, ce qui nous permet d'être assez malléable sur notre production. Voilà, et ensuite, on va venir, par exemple, là, on était sur du logement d'urgence pour la sédentarisation des gens du voyage. Donc là, on est sur ce qu'on appelle du monomodule. Sur celui de gauche, vous voyez, on vient faire le bardage. Alors, on ne le finit pas jusqu'en bas parce qu'il est repris sur chantier oui, pour être aux bonnes longueurs. Et là, il est prêt à habiter, c'est-à-dire qu'on a même fait l'étanchéité en usine, et c'est l'étanchéité sur un petit bac acier. Donc là, c'est une résidence sociale. C'est un peu dans la typologie Crous. Alors, pour revenir sur ce que disait Monsieur Patriarche, je crois que c'était sur Strasbourg, où ils avaient livré des modules de 15 mètres de long intégrant le plancher. Nous, on ne fonctionne pas tout à fait comme ça. En fait, on fait des modules et on fait un plancher CLT, une coursive en CLT, qui va nous permettre de venir reprendre. En fait, vous avez le complexe, vous avez les complexes modulaires qui s'empilent, des planchers CLT, et nos réseaux sortent au niveau soit plafond, soit plancher, et on va venir les reprendre sur le CLT en sous-face du CLT en plénum technique. C'est deux modes constructifs un peu différents. Je te laisse passer. On fait également, donc ça c'est un projet qu'on avait mené avec Bouygues, c'était pour l'extension d'un pôle de consultation à Villefranche. On avait des modules alors finis en usine, mais on peut aussi également faire ce qu'on appelle du macrolo, c'est-à-dire suivant le cahier des charges, suivant les limites de prestation, livrer un module qui restera à finir par le G. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'Ossabois n'est pas mandataire sur les projets. On est à 100% soit co-traitant, soit sous-traitant sur les marchés de conception et réalisation. Et Village en Ville, alors ça, c'est un partenariat qu'on a développé sur l'habitat partagé, justement. C'est des logements. Chaque maison que vous voyez comprend 3 chambres pour personnes âgées et une chambre pour un personnel soignant. Et alors, c'est des petites superficies. C'est un contrat cadre qu'on a passé avec le maître d'ouvrage qui s'appelle Monseigneur. Là, on a passé un contrat cadre pour la livraison de 40 opérations jusqu'à fin 2025. Et là, il y a un mixte 3D, 2D, c'est-à-dire que tout ce qui est module, c'est pour les chambres, et tout ce qui est mur 2D, c'est pour les habitats, pour les espaces communs. C'est aussi une des forces d'Ossabois, c'est de pouvoir maîtriser ces deux savoir-faire et de pouvoir architecturer les projets et d'être aussi pertinent économiquement sur certains points. Et après, donc, j'ai entendu aussi une question sur ce sujet. Donc, bien sûr, on fait alors, on stocke sur site. On a de grandes capacités de stockage. Quand on est en phase modulaire, on estime qu'il faut qu'on stocke 90% de notre production avant d'organiser la livraison. Et on va produire les 20% restants pendant la livraison sur chantier afin d'avoir un flux continu. Ensuite, on fait le grutage. Et je vais te laisser passer à la diapo d'après. Voilà, et ensuite, on vient assembler nos modules, on les empile comme du Lego, et on va venir faire ce qu'on appelle, la première chose qu'on va faire, c'est venir faire le couturage extérieur. Le couturage extérieur, ça correspond à gérer le pont thermique, donc on vient remettre, on vient remettre de l'isolant entre deux modules, et on vient couturer le pare-pluie pour mettre tout de suite hors d'air, hors eau. Et ensuite, on reprend en intérieur tout ce qui est intérieur. Sur la partie de gauche, c'est Excusez-moi. Sur la partie de gauche, c'est donc le projet qu'on a livré à Monaco. Donc vous voyez, en fait, tout a été fait en usine. Donc c'est pour ça qu'on a des finitions de bardage qui peuvent être remises en cause, hein. Mais comme le projet est démontable, il fallait qu'on ait accès en dessous des modules ensuite pour pouvoir les déplacer. C'est ce qui explique ces grands bandeaux. C'est un projet qui a été livré, qui a été signé en janvier 2023 et livré en août 2023. Remise des clés en août 2023. Et le support est assez particulier. On était posé sur une arche en CLT.
Et la partie de droite, c'est pour que vous voyez bien la finition intérieure. Alors là, on était sur la livraison dans les Alpes d'une résidence. Alors, il y a beaucoup de bois, hein, c'était la volonté du maître d'ouvrage. Après, on peut faire d'autres finitions, faire Massel, MFP, tout type de finition. Mais sur ce projet-là, on avait tout intégré, c'est-à-dire que la cuisine était intégrée, même la literie était intégrée. Donc, on peut pousser jusqu'au bout le raisonnement du fini hors site. Et je te laisse passer la diapo, si ça veut bien. C'est la dernière, normalement. Ouais, alors il y en avait une autre, voilà, on revient juste avant. Donc là, c'est notre savoir-faire à l'échelle d'un projet. Typiquement, on est sur un collège et vous aviez une partie qui était gymnase, vestiaire, où on était obligé de passer en structure 2D. On la voit bien, elle est en bas de la photo. Donc là, on était sur du CLT, de la façade ossature, enfin pas de la façade, du mur ossature bois parce que porteur. Et sur la partie de gauche, vous aviez tout l'ensemble salle de classe. Et chaque salle de classe était composée de 3 modules. Vous aviez de 3 modules, c'est-à-dire un module avec 3 faces, avec au milieu un module avec les pignons et un autre module à 3 faces. On était toujours sur notre même principe constructif avec le CLT comme coursive. On parlait tout à l'heure du phonique. Le phonique entre étages est géré par le fait qu'on ait un complexe plancher et plafond, et en plus on vient mettre un résilient acoustique entre chaque module. Le vrai sujet à traiter, c'est vraiment ces coursives CLT où il faut mettre un bon revêtement phonique pour éviter l'effet vibratoire. Et en dernière phase, et je vais reprendre la main, je voulais vous diffuser le time-lapse du centre de soins dentaires qu'on a fait à Besançon. Et je ne vais pas l'avoir, bien sûr. Alors, attendez. Hop, il faut que je ferme, que je le roule. Après, je peux répondre à des questions en même temps, si besoin. Yacine, je te laisse la main si tu veux diffuser des questions. Ouais, pour l'instant, il y a une seule question et je pense qu'elle concerne l'ensemble des intervenants. Quelles fins de vie sont envisagées pour les constructions en bois et pour les constructions en bois préfabriquées? Quelle fin de vie? Eh ben, en fait, on n'envisage pas la fin de vie parce qu'on est plutôt sur des constructions qui sont à but de périn. Si le sens de la question, après, c'est la démontabilité et la recyclabilité, en fait, on passe sur les filières classiques de recyclage du bois. Aujourd'hui, nous, au Sabois, on ne livre pas de ce qu'on appelle de chantier temporaire, hein, c'est vraiment du périn. J'ai peur de ne pas bien saisir la question, du coup. Si je peux me permettre de rebondir, en fait, je suis d'accord que pour nous, par exemple, les 2 projets que je vous ai montrés, la reste, c'est des projets de durabilité, mais qu'on pense, enfin, je veux dire, les architectes pensent cette architecture durable et pérenne, voire peut-être aménageable, à rénover. Mais dans la thermique, on est déjà, par exemple, 2010, la politique en Alsace, les projets de la ville de Strasbourg, des collèges, c'était vraiment déjà au-dessus de la RT 2012, qui est encore des fois d'actualité dernièrement. Donc on est au-dessus de tout, on est en BBC, par le photovoltaïque ou l'autonomie énergétique, mais la cité de l'ARES avec les logements, ils ont toute une démarche, eux, philosophique, d'avoir déjà du photovoltaïque. Donc par exemple, les projets neufs, depuis nous, personnellement, en agence, depuis les années 2010, on est dans des programmes qui sont toujours au-delà, en bâtiment public, au-delà de la réglementation. Et pour la rénovation, bah, la seule problématique qu'on pourrait avoir avec le bois, c'est qu'il y ait des détériorations, des dégradations, comme quand on rénove des vieilles maisons alsaciennes, où la charpente n'est pas bonne, où le FOB ou la façade bois alsacienne, par exemple, a subi des infiltrations, des éléments comme ça. Et pour avoir rénové une école à Goxwiller, où on s'est rendu compte, en démontant le placo, qui était un logement, en fait, que tout était pourri à certains endroits, bah, on a pris les bois, on les a changés.
Donc pour moi, la durabilité, elle est très acquise, hein. Enfin, moi, tous les bâtiments, par exemple, qu'on a Ouais. construits en bois, pour le moment depuis 30 ans, mais à part les façades qui n'aiment pas en bois, qui ont été Oui, changées c'est avec des ça, c'est le panneaux, bardage. voilà, le bardage pose un souci d'esthétique, on va dire, mais pas de pérennité non plus. Voilà. Et pour la reconstruction, la rénovation énergétique, ce que vous disiez tout à l'heure était très intéressant parce que c'est plutôt dans des bâtiments neufs. Donc, si on avait été plus loin pour le lycée Marie Curie dans la rénovation, on ne s'est pas occupé de l'intérieur. Je pense que moi, je vois ce bâtiment, pareil, hein, je veux dire, dans 60 ans. Alors, je ne serai plus là, mais dans 60 ans, je le vois, enfin, pareil. Si je devais le rénover, ben, je devrais déposer le bardage, remettre des isolants parce qu'il n'y en a peut-être pas assez encore dans 60 ans, comme ce qu'on fait avec les bâtiments qu'on rénove, quoi. On rénove des bâtiments des années 60, donc ça fait 60 ans. Voilà, donc là, je peux déposer mon bardage et remettre une couche finalement, parce que j'ai pas de point de rosée, j'ai rien, puisque je suis dans un complexe parfait, quoi. Voilà. Donc, et le démontage, l'avantage du bois, alors là, c'est un avantage qu'il faut quand même citer, c'est que vous n'avez pas de mousse de polyuréthane qui bouche les trous. Le charpentier, ça, c'est pas sa philosophie. Vous avez que des clous, des vis, des éléments. Donc, s'il y en a un qui est rouillé, voilà. Comparé à la déconstruction d'un bâtiment béton par pain ou briques, qui est bourré de petites mousses de polyuréthane, coupe-feu, de machin, de trucs qui cachent les trous. Le bois, enfin, le recyclage, il est superbe, quoi. Ouais, Très Merci. performant et très, très, très intelligent même, parce que le charpentier, vous ne voyez pas un charpentier avec une mousse de polyuréthane dans son sac, quoi. Non, et le vrai sujet, effectivement, en fait, c'est de préserver l'ouvrage bois de l'humidité. Nous, c'est la seule chose où on peut avoir une problématique liée au bois. Mais quand on implante du bâtiment modulaire, par exemple, en fait, on est posé alors soit sur des radiers béton, soit sur des longrines béton, qu'on vient protéger de l'humidité en posant des lisses et des cales, et des cales polymères. Adrien, je te laisse peut-être diffuser le Ouais, timelapse et puis vous la on voyez peut du coup, terminer pas? par les questions. Oui, là on le voit. Ouais. Merci. Ok, parfait. Donc c'est un projet, ça me permet de parler de temporalité aussi. Donc c'est un programme qui a été lancé par le CHU de Besançon. La sortie du programme a été faite en janvier 2023. L'APS a été validée, enfin l'équipe a été choisie en mai 2023. Le début des fondations, c'est août 2023 et la livraison, c'était le 15 juin 2024. Et là, ce qui est intéressant dans ce projet, en fait, ça a été travaillé avec le cabinet d'architecture CRR, ça a été de travailler en fait le mixte bois-béton. Sur la partie droite, vous voyez bien qu'on est sur de l'ossature béton, enfin sur un poteau-poutre béton, parce qu'on est sur des grandes portées, c'est un hall d'accueil qui était difficile à réaliser hop là, ça allait trop vite, qui était difficile à réaliser en bois. Et la partie à gauche que vous voyez là, rez-de-chaussée, on avait beaucoup de contraintes techniques, pareil, de report de charge. Donc, ça a motivé le choix du béton. Donc, vous allez voir sur la partie droite, on est venu habiller en façade ossature bois. On les voit arriver. Hop, où on avait déjà intégré les menuiseries. Sur cette partie-là, vous aurez 3 travées de modules qui sont là, là et là, et vous aurez les planchers CLT que vous verrez venir se poser. Et on a les cages d'ascenseur et cages d'escalier qui vont nous permettre d'assurer le contreventement du bâtiment. Alors, l'avantage de ce chantier, c'est qu'il aurait pris beaucoup plus de 13 mois parce que ça a été bien précisé qu'on a subi pas mal d'intempéries. Et on a eu un retard de livraison par rapport au planning initial. Et je pense que ça a été limité. On a eu un retard de 15 jours par rapport au planning initial. Si on n'avait pas eu recours à la préfa, ça aurait été beaucoup plus problématique, notamment pour le maître d'ouvrage, car en fait, ce qui a motivé ce qui a réellement motivé le passage en modulaire bois et à la préfabrication, c'est la gestion du planning, parce que si l'ouvrage n'avait pas été livré pour une ouverture à septembre 2024, ça ne nous permettait pas de bénéficier d'un plan de financement qui était, et de subventions qui étaient données par l'État. Et en fait,
on a pu axer en fait toute notre philosophie sur la préfa de par ce fait de gestion du béton, du planning, pardon. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez record, hein. Et en plus, on était sur des modules. Alors, très souvent, on entend parler de modulaire bois dans le logement. Moi, je suis assez content de ce projet parce que on a prouvé que par le modulaire bois, on pouvait aussi accéder à la technique. Il faut savoir que c'est des modules qui sont liés, qui sont dédiés à des soins dentaires. Qui dit soins dentaires dit radiologie, ce qui nous a imposé de plomber les murs, les parois de tous les modules, de plomber les planchers, de plomber les plafonds, de mettre des renforts pour les fixations des cialytiques, vous savez, ces lumières qu'on vous met dans la tête quand vous êtes en soins dentaires, et également de passer tous les câbles d'alimentation réseau en plancher pour venir alimenter les fauteuils dentaires. Donc c'est quelque chose qui devrait se répéter car c'est un grand plan, mais c'est pour vous montrer aussi que le modulaire bois peut aussi avoir des applications techniques et dans des contraintes planning très restreintes. D'ailleurs, pour ceux que ça intéressera, je pense qu'il y aura une visite qui sera organisée sur cet ouvrage parce qu'il est assez exemplaire, et assez novateur. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Yacine, je te relaisse la main s'il y a une Oui, question. merci. Une question par rapport au fait que le bois n'est plus visible, soit à cause des contraintes réglementaires ou financières, soit par souhait des clients. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça et des solutions? Alors, nous, sur le module, sur les modules, on a très peu de bois qui reste apparent. Le bois qui restera apparent, ça restera du bois d'habillage parce que pour respecter les contraintes de feu, on vient habiller très souvent en fermacelle. Donc, d'ailleurs, c'était pour revenir sur Besançon, il était limite déçu qu'il n'y ait pas de bois apparent. Mais en fait, par les contraintes de feu, on était obligé de cacher tout le bois dans le module. Et pareil, quand on est en coursive, quand le module donne sur coursive, et j'ai entendu parler tout à l'heure, on a un effet de pianotage, donc on pose pas un placo ou un fermacelle en coursive, il y a encore un rail placo qui est posé devant les modules. Merci. Euh, Madame Larcher, des retours par rapport à ces points? Alors, si je peux rebondir, effectivement, je pense qu'effectivement, dans cette considération de préfabrication en 3D avec du logement ou des choses, et nous, dans nos bâtiments publics, on a toujours cette problématique de la charpente bois, des éléments bois qui doivent être classés M3 à l'époque, M2, M1, M0, et qu'on n'arrive pas à maintenir. Et comme je vous l'ai dit, même certains maîtres d'ouvrage ne veulent plus de vêtures bois en extérieur, mais des vêtures en zinc. Donc, l'Ares, c'est un exemple qu'on ne voit plus de bois. Voilà, c'est un matériau performant qui donne une valorisation des espaces, hein, c'est clair. Et donc, on a un souci avec ça, c'est-à-dire que le bois, si on ne le voit pas, on ne sait pas que le bâtiment est en bois, en Plares, on ne le sait pas. Et il n'est pas valorisé pour l'usage, la qualité de vie, les espaces, l'intérieur, enfin, cette relation qu'on peut avoir du bois avec la manière d'habiter, que ce soit du logement ou autre. Et ça, c'est un problème qu'on a du mal à solutionner. Et nous, notre regret toujours, c'est de devoir mettre de la construction bois, mais de l'habiller en placo, quoi. Ça nous fend le cœur, quoi, hein, c'est vraiment. Mais on n'a pas trop le choix. Il faut que cette philosophie et ces normes, elles évoluent. Alors, on a déjà fait évoluer le matériau biosourcé isolant, mais ce n'est pas gagné. La laine de bois en isolant, on nous demande, tous les bureaux de contrôle nous demandent, par exemple, le FOB qui était habillé de 20 cm de laine de bois, on nous a demandé en début de chantier de mettre 4 cm de laine de roche. Donc, on a enlevé 4 cm et on a remis 4 cm de laine de roche pour le feu, parce qu'il n'y a encore pas assez de projets qui sont sous avis technique, et donc là, on n'y arrive pas. Donc, on ne peut pas encore mettre de matériaux biosourcés, de laisser le bois apparent, parce qu'il n'est pas forcément stable au feu une demi-heure ou autre, il faut faire des calculs, donc on n'est plus dans une rationalité de structure, mais on deviendrait surdimensionner des éléments pour qu'ils soient stables au feu, et voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et parfois c'est vrai qu'on est un peu déçu de ne pas voir du bois dans la vie finale du bâtiment.
Et, euh, et pour rebondir, hein, aujourd'hui, j'ai même l'impression qu'il y a certaines orientations qui, j'espère qu'elles n'arriveront pas au bout, mais qui rendent encore la construction en bois encore plus difficile par rapport aux normes feu. C'est-à-dire que nous, sur un module, on a des ossatures en bois massif qui sont masquées par le fermacell. Mais aujourd'hui, la tendance voudrait que carrément, ils nous demandent d'encapsuler ces ossatures bois massif pour qu'elles ne soient même plus atteignables par le feu, même si passait le fermacell qu'on met devant. Donc, ça serait Alors, carrément encapsuler ouais. chaque morceau de bois. Alors, je pense que ça va rejoindre l'idée des détecteurs de fumée ou des détecteurs de feu qu'on avait dans certains plénums importants de certains bâtiments. Parce que ça existe encore. Vous avez dans des plénums de vieux bâtiments des détecteurs de fumée ou des détecteurs de feu. Donc oui, mais je pense que cet usage des autres matériaux que ce matériau bois ou tous les éléments un peu biosourcés, enfin moi personnellement, en tant qu'architecte engagé dans la construction bois, je ne trouve pas ça normal. Je ne vois pas pourquoi. Enfin moi, si je faisais ma maison, bien sûr, je fais ce que je veux. Mais je ne trouve pas normal qu'on utilise du plâtre qui vient voilà, qu'on utilise des éléments et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Franchement, je pense qu'il y a des freins. Alors, ils sont de tout le monde, hein. Ils sont d'une part, mais on sait tous que le pompier, de toute façon, il préfère aller dans un bâtiment en bois que dans un bâtiment en métal. Les casernes de pompiers en Alsace qui ont été construites, il y en a eu quelques-unes qui étaient en béton et en bois. Le pompier, c'était une alerte, c'était une volonté de la région de dire on va construire bois et les pompiers, on va voir qu'ils aiment bien le bois. Mais oui, parce qu'ils savent maîtriser. Et puis les normes sismiques, elles ont augmenté. Donc déjà, avant, on pouvait faire des bâtiments avec des poteaux basiques, on veut dire de 15 cm. Maintenant, en dessous de 20, j'ai rien. Comme je dis, mais revois ton calcul. Je ne vais pas mettre du métal pour avoir un poteau de 15 alors que tu me proposes du 20 en bois. Mais pourquoi déjà on a même changé? On a des ossatures, nous, qui sont augmentées. Et oui, mais c'est le sismique. Ouais, mais je ne sais pas si c'est que le sismique. Je ne sais pas, il y a une... Je rejoins. Hein, Katharina, un petit complément? Pardon. J'ai une question, surtout, vous avez testé les sprinklers, c'est faisable ou pas du tout? Utilisable? Comme dans d'autres pays, hein. Tous les autres pays arrivent vers du bois apparent avec des sprinklers. Oui, en Qu'est-ce qui nous Autriche, c'est freine comme ça. ailleurs? Ouais. Ici, pardon. En Autriche, c'est comme ça. Dietrich Untertrefaller, tous leurs collèges, même celui qui est fait à Paris, ils ont mis des sprinklers partout. Et nous, à Paris, tu dis? Oui, nous, on passe Ah pas. bah alors, c'est possible. Oui, mais c'est possible, mais il faut que tu mettes le sprinkler. Et le sprinkler, ça coûte, si tu mets ça en option, ça coûte, à mon avis, sur un collège comme ils ont fait dans le Vorarlberg, et tous ceux qui font d'ailleurs, toutes les écoles sont avec des sprinklers. Sinon, ils ne pourraient pas mettre les bardages. Bois, c'est du contreplaqué tout bête, hein, c'est du pain, 3 plis, 4 plis. Il est pas du tout avec des colles spéciales, ni avec des produits inifuges contre le feu, hein, qui ne sont pas bons en plus pour l'air, hein, qualité de l'air. Donc nous, on doit jongler avec tout ça, qualité de l'air, bas carbone, RE 2020, donc déconstruction biosourcée. Et eux, ils ont mis des sprinklers. Ouais. Et c'est comme ça Et qu'ils c'est pas passent. moins cher mettre Non. des sprinklers? Non, c'est Non, plus le cher, tu as fait sprinkler, des à mon calculs? avis, le sprinkler, c'est pas mal, hein. Et tout tout est encastré dans le plafond. Tu ne vois que l'élément qui sort. Et tu en as un tous les, je crois, à peu près 5 mètres. Donc, tu vois, c'est Ok. toute une. Oui, Ouais, oui, je vois. oui, oui. Mais Mais c'est. c'est une histoire de sous et pas de réglementation ou d'assurance. Je ne sais pas. Je sais qu'en Allemagne, j'ai visité des écoles, pareil, haut de gamme en bois, notamment à Mhm. Munich. C'est pareil, dans le quartier extérieur de Munich. Le Vorarlberg, ça m'avait complètement impressionné. Tout ce bois, les passerelles en bois pour aller dans les salles de classe, tout c'est vide aussi. Tous les vides, il n'y a pas de porte de recoupement. Donc, je pense qu'il y a d'autres normes. Et les architectes allemands, autrichiens, comparés à nous, les architectes, ils discutent directement avec les pompiers. Il n'y a pas de bureau de contrôle comme nous, en Allemagne surtout. Je pense au Vorarlberg, c'est pareil, en Autriche. Donc, comme ils n'ont pas ça, ils négocient avec le pompier, je pense, l'analyse du risque, tout à fait intelligemment, et ils demandent des choses. Mais par exemple, si tu vas dans des écoles, tu n'as pas les portes de recoupement non plus. C'est des choses qui sont assez étonnantes, alors que nous, on en a. Donc, je pense que nous, en bureau de contrôle, plus en assurance, alors que les Allemands sont assurés 5 ans. Ils ne sont encore pas en décennale, eux. Tu vois. Et en Autriche, je crois que ça doit être pareil. Et en France, c'est 10 ans.
C'est pour ça que quand tu veux construire Dietrich Unterträfeler, par exemple, ils sont obligés, quand ils construisent en France, de mettre une succursale en France. Parce que leur assurance et tout ça, ou d'avoir des partenariats, comme ils ont fait avec des architectes allemands. Parce que c'est très différent. Mais il y a des sprinklers, c'est vrai. Je pense que ce serait une des possibilités, peut-être, monsieur Gaulier, de Gaulier, d'expérimenter ou de proposer un jour pour voir où on va. Ouais, non, mais alors nous, on a l'avantage d'échanger, par exemple, sur le projet de Besançon, on avait échangé en amont avec les bureaux de contrôle. Moi, là où je me dis que ça passerait pas la solution Sprinklash, c'est sur tout ce qui est logement. C'est sur le tertiaire, pourquoi pas, sur les de écoles et tout l'ERP, ça? ouais, sur de l'ERP, pourquoi pas, mais sur du logement, je pense qu'au niveau assurantiel, ça passerait pas. En tout Si cas, je peux sur le sujet, rebondir, on il me est. semble que M. Lossacker, qui avait fait avec Toit Vosgien des très très beaux logements que j'ai visités, moi j'ai dit j'habite tout de suite dedans, c'est magnifique. Il avait son plafond CLT apparent, mais il avait une chape au-dessus, je pense, donc voilà. Et il avait des morceaux de bois, je pense que c'était des surfaces, on va dire, je sais pas, 20% peut-être du logement ou 15% qu'il avait gardé avec des habillages en bois. Donc je pense qu'il avait dû négocier. Ouais, parce que le CLT, lui, a des propriétés coup-feu, hein, déjà. Oui, c'est la résidence les Héliades notamment, et même sur la résidence Jules Ferry, il y a encore le bois apparent en CLT. Hein. Mais Ouais, après, c'était aussi avant Après, ça a été livré il y a une dizaine d'années, hein, donc les choses ont mais évolué depuis aussi, le heureusement. CLT peut être coupe-feu 30 ou 60 minutes. Ouais. sauf que Je vous ça propose, dit la mine, hein. je vous propose au vu de l'heure, et voilà, c'est un sujet aussi peut-être qui mériterait une conférence à part entière, l'incendie. Pour info, on est toujours en attente des textes réglementaires à venir. Hein. On est encore un peu dans le flou, donc je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit, mais bon, on n'a pas encore les conclusions définitives, donc on attend de voir ça. En tout cas, Yacine, tu veux reprendre la main juste rapidement par rapport aux événements que j'ai pas réussi à présenter tout à l'heure en raison du pépin informatique? Merci beaucoup. Mais en tout cas, il y a deux événements la semaine prochaine, un sur le bois, le lundi à l'INSA, et le deuxième à l'INSA aussi, mais sur le pavillonnaire pour réfléchir et participer à un atelier et assister à une conférence sur la ressource du pavillonnaire pour répondre aux différentes problématiques ZAN, terrain, utilisation, biodiversité, voilà toutes les thématiques autour de l'utilisation du sol. Donc n'hésitez pas à venir. Et la prochaine visite aura lieu à Bouxwiller sur la thématique du réemploi de structures le 5 novembre. Vous pourrez trouver toutes les informations sur notre site et voilà, je vous mets le lien vers nos sites FIBA Grand Est et Envirobat Grand Est. Merci et merci Thibaut. Ils sont même sur la diapo de fin, tu vois, belle transition. En tout cas, voilà, écoutez, il est 15h01. On vous remercie toutes et tous pour votre participation. Merci à Jean-Loup Patriarche, à Nathalie Larcher et à Adrien Degollier de s'être rendus disponibles et pour ces explications très complémentaires et très claires, je pense, qui répondaient pleinement à la thématique. En tout cas, voilà, on espère que ça vous a intéressé. Cette conférence sera disponible en replay sur nos sites respectifs, donc on vous tiendra informé, ainsi que les supports de présentation à confirmer par les intervenants, mais je pense qu'on pourra vous les diffuser si vous le souhaitez. Merci à toutes et tous. Rendez-vous dans les prochains événements qu'on a pu annoncer. Et puis d'ici là, on vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt. Au revoir.